Bonsoir à tous. Plus que quelques jours nous séparent du 14e sommet de la francophonie. À Kinshasa, toutes les institutions s'activent. L'inspecteur provincial de la police nationale ville de Kinshasa a réuni ses hommes dimanche pour les derniers réglages. Jean de Dieu Oleko a interdit toutes sortes de tracasseries sur toute l'étendue de la capitale. Pour sa part, l'administrateur délégué de la SNEL a fait le tour de la ville le week-end dernier pour une dernière visite d'inspection en ce qui concerne la desserte en courant électrique. Et au sujet de l'Est du pays, on enregistre la réaction musclée de la Convention des Congolais Unis. Le parti de Lambert Mende condamne l'agression dont le pays est victime et demande à la population de se liguer comme un seul homme derrière les institutions de la République pour faire échec au projet macabre qui menace le pays. Voilà tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir. Une matinée politique du bureau exécutif élargie aux autres membres du parti. La Convention des Congolais Unis affûte ses armes pour les provinciales et municipales à venir. Parti d'obédience nationale, la CCU a faire échec à la tentative de balkanisation du pays. La rencontre a eu lieu samedi dernier à son siège situé dans la commune de Lagombe. Monulfo Bosso, Clémence Kilondo et Pati Alouma. Loin d'être une simple matinée politique de sensibilisation, le bureau exécutif de la Convention des Congolais Unis travaille désormais sur les prochaines élections provinciales et municipales. Actualité oblige, le parti de Lambert Mende a d'abord commencé par donner sa position sur la situation sécuritaire volatile à l'est du pays. D'obédience nationaliste, la Convention des Congolais Unis appelle les Congolais à l'unité autour des institutions du pays pour faire échec au macabre projet de balkanisation du pays. Appelle le peuple congolais dans son ensemble, à l'unisson, pour faire échec à ces énièmes complots signés par des phalanges militaristes et affairistes à partir du Rwanda. Initiateur de la CCU, Lambert Mende prévient que l'heure est grave, la nation est en danger. Les cas de Rutshuru, Bunagana, qui sont sous l'emprise de l'ennemi, en sont une parfaite illustration. L'autorité morale de cette formation politique invite les Congolais à la mobilisation en ces moments cruciaux où le Rwanda utilise le mensonge pour diviser les Congolais. C'est le cas de l'existence de ces prétendus accords secrets qui existeraient entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Ah, il a signé des accords secrets. D'ailleurs, les Rwandais nous disent qu'il a signé des accords secrets avec eux. Mais pourquoi voulez-vous que les Rwandais, avec qui nous sommes en guerre, disent la vérité sur nous? Nous sommes en guerre contre eux. Ils cherchent à nous détruire. Et si nous étions les complices des Rwandais, si le gouvernement, si Joseph Kabila était le complice des Rwandais, posez-vous la question. Mais depuis quand quelqu'un va dénoncer son complice? Par ailleurs, Lambert Mende rejette l'accusation selon laquelle Joseph Kabila aurait signé des accords secrets contre la nation. Il en voudrait pour preuve le dernier accord signé entre les ministres de défense de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs qui porte sur le mécanisme de vérification conjointe de la frontière commune entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Les membres de l'opposition congolaise demandent au gouvernement de dénicher tous les complices des ennemis du pays et de les présenter au public, qu'ils soient dans la majorité ou dans l'opposition, peu importe. Leur action met en mal la sécurité intérieure du pays. L'opposition refuse la chasse aux sorcières, comme l'a dit le député national Lusenge Kambala, propos recueillis par Adam Chemissi. Nous confirmons, nous insistons pour dire que depuis toujours, on a indiqué l'existence dans le système du pouvoir congolais de ceux-là même qui ouvrent la brèche au Rwanda pour exécuter ce qui se passe ici. Si le pouvoir ou la majorité ne veut pas dénicher ces traîtres, alors on peut aller à New York, nous n'aurons toujours rien. Aujourd'hui, on cherche les traîtres. S'il y en a dans l'opposition, il faut qu'on l'établisse le plus clairement possible. Et une fois cela établi, on arrête ceux qui sont des mèches avec l'agression et le M23. Le sommet de la francophonie approche. À Kinshasa, on se prépare d'arrache-pied pour la réussite de ce grand rendez-vous.
Ainsi, l'inspecteur provincial de la police a-t-il réuni ses troupes dimanche au Kangolufungula pour une mise au point. Au cours de la parade, le général Oleko a rappelé à ses hommes les devoirs, missions et normes policières qui sont appelés à mettre en pratique en cette période des préparatifs de la francophonie. Rosawazi, Monique Kunda, Fleur Kambile, Grace Kazadi et Pati Alouma. Devenu une coutume, avant la fin de chaque mois, les éléments de la police nationale congolaise, du moins ceux de la capitale, se réunissent pour une causerie morale. Devant les différents corps réunis, l'inspecteur provincial de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, n'a fait que réveiller la conscience des policiers. Le général Jean Dieudonné Oleko devait à cette occasion rappeler les rôles qu'ils doivent jouer pour la protection de la population et de leurs biens. Pendant cette période des préparatifs du sommet de la francophonie, le général Oleko exhorte les policiers à ne pas confisquer les biens de vendeurs, mais à les évacuer sans brimade ni extorsion, conformément à la loi. Il faut que vous soyez conscient du rôle que vous jouez dans la société, car vous êtes le miroir des autres unités de la police. Toujours dans le même ordre d'idées, il a instruit les éléments de la PCR à constater que les infractions de circulation routière déterminées par le code routier et de cesser toute forme de tracasserie contre le chauffeur sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa. En ce qui concerne les véhicules remis au commandant des commissariats de police, ces DIP ne sont là que pour le patrouille et non pour les courses privées de ces derniers. Ceux qui iront à l'encontre de ces instructions seront sanctionnés. Et c'est dans ce contexte que le représentant du secrétaire général de l'organisation de la francophonie qui s'est convié à Télé 7 a voulu rappeler l'importance que revêt ce sommet pour l'Afrique en général et pour la RDC en particulier. Il invite donc les Congolais à prendre la mesure de l'événement et à se préparer en conséquence. Ousmane Paye est interrogé par Freddy Moulumba et Fiston Bouini. Oui, alors, le 14e sommet de la francophonie à Kinshasa est une réponse à plusieurs attentes. L'attente d'abord de la légitimité. Le plus grand pays francophone d'Afrique qui organise un sommet, le tout premier en Afrique centrale. Également, cela répond à une attente historique parce que, vous le savez, depuis très longtemps, la RDC est candidate pour abriter un sommet de la francophonie ici, dans la capitale congolaise. La troisième chose, c'est la raison technique, parce que vous vous souvenez que j'ai fait plusieurs missions ici en République démocratique du Congo, en ma qualité de président du comité de pilotage. C'était pour vérifier la capacité technique de la République démocratique du Congo à organiser un sommet de la francophonie, notamment pour répondre à ce qu'on appelle les prérequis techniques pour l'organisation d'un sommet. Alors, toutes ces raisons réunies, la République démocratique du Congo a présenté une candidature en 2008 au sommet de Québec, qui a amené les chefs d'État et de gouvernement à prendre unanimement la décision de lui conférer l'organisation du sommet de 2012. Lors du dernier sommet de la francophonie à Montreux, les mêmes chefs d'État ont de nouveau confirmé la tenue du sommet de 2012 à Kinshasa. Malgré l'embellie constatée sur le plan économique, les Congolais continuent à vivre sous le seuil de pauvreté. Le chômage frappe plus de 80% de la population. Sur une décennie, aucun emploi n'a été créé et le climat des affaires désastreux constitue en outre un véritable frein aux investissements étrangers créateurs d'emplois. Et c'est le sujet qui a retenu l'attention de la rédaction ce soir. Commentaire Adam Chemissi. La question du chômage grandissant demeure une très grosse épine dans le pied du gouvernement congolais. Les chiffres sont effrayants. Plus de 80% du taux de chômage, très largement au-dessus de la moyenne africaine. Les chômeurs sont pour la plupart des chefs de famille, lesquels ne sont même pas sûrs de trouver un emploi avant plusieurs mois. Au Congo-Kinshasa, l'embellie économique, la stabilité des paramètres constatés durant plusieurs années ne s'accompagne guère de la création d'emplois.
Le climat des affaires au Congo est un panier à crabes. L'investisseur qui s'y risque y perd un pied. Voilà ce qui se dit dans le milieu des hommes d'affaires. Le marché d'emploi est quasi inexistant. La débrouillardise est devenue le seul moyen de survie. C'est le moteur par excellence du secteur informel. Quelques emplois ont été créés à la faveur des grands travaux de construction. Des emplois qui se sont à la longue avérés précaires. Une fois le chantier terminé, la main-d'œuvre retrouve la dure réalité du chômage. Le Congolais doit avoir un emploi stable, un revenu raisonnable et régulier pour booster l'épargne des ménages et la consommation nationale. Ce rêve peut devenir réalité grâce à une bonne méthode, des stratégies d'action et la volonté politique. L'adhésion de la RDC à l'OHADA, des séminaires sur l'amélioration du climat des affaires se succèdent. Peut-être que cette fois, c'est la bonne. Réunion hebdomadaire de la Troïka financière. Il a été question ce lundi d'examiner les possibilités d'accélérer le projet routier en RDC. Le gouvernement a pour ce faire décidé de décaisser la somme de 20 millions de dollars pour réaliser ce projet. La rencontre a eu lieu à la primature sous la direction du Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Les détails avec Doudou Ndombe. La réunification du territoire national par la route, le gouvernement travaille d'arrache-pied sur les dossiers. À cet effet, un fonds spécial sera créé pour la matérialisation de ce projet. Le vice-premier ministre et ministre du budget revient sur le contour de ce vaste programme. Nous avons convenu de créer un fonds qui sera doté de 20 millions de dollars pour accélérer un certain nombre de projets routiers de manière à ce qu'il soit possible de circuler un peu plus librement à travers le territoire national. Ce fonds sera bien sûr décaissé progressivement, ce n'est pas 20 millions de dollars à décaisser tout de suite, mais c'est une provision qui est faite et qui est mise donc à la disposition du ministre des Travaux publics pour l'accélération des projets routiers à travers le pays. Les participants à cette réunion hebdomadaire devraient aussi examiner la croissance que connaît l'économie nationale depuis quelques temps. La Troïka s'est appesantie sur le programme agricole développé par certains gouverneurs des provinces, entre autres celui du Bandundu. Les travaux du séminaire du Centre de rencontre et d'études des dirigeants des administrations fiscales et de l'Association internationale des services du Trésor ont débuté ce lundi au Grand Hôtel Kinshasa. Placé sous le thème « Modernisation du recouvrement », les participants venus de plusieurs pays du monde devraient mettre à profit ce cadre pour partager leurs connaissances et expériences pour la maximisation des recettes. Monuf Bosso, Mika Miandabou et Dieu merci Sueka. Pendant 3 jours, les experts membres du Centre de rencontre et d'études des dirigeants des administrations fiscales et ceux de l'Association internationale des services du Trésor devraient mettre en commun leurs connaissances, échanger leurs expériences en vue d'aboutir à la modernisation du recouvrement. L'objectif de ces travaux est de parvenir à la maximisation des recettes en vue de donner à leurs États respectifs le moyen de leur politique. Pendant 3 jours, nous allons mener une réflexion sur la modernisation du recouvrement, sous l'angle des outils, bien sûr, mais aussi des procédures, du pilotage et du contrôle. Nous accorderons une large place à l'usager, dont le respect des droits doit être au cœur de nos préoccupations. Et nous tenterons de dégager des recommandations avec le souci d'accroître la performance de cette mission essentielle pour l'État. Au nom de la République démocratique du Congo, Dieudonné Lokadi, hôte de la rencontre, n'a pas manqué de signifier les quelques avancées enregistrées par l'administration fiscale congolaise. Le directeur général de la Direction générale des impôts cite entre autres l'instauration de la TVA depuis janvier dernier. Pour lui, la rencontre de Kinshasa est d'une importance capitale. Nos attentes sont importantes au regard du thème de modernisation de recouvrement retenu pour le présent séminaire, par rapport au souci permanent de simplification des procédures et des formalités, de l'informatisation progressive de l'ensemble des services, de la comptabilisation des recettes et de l'amélioration des relations entre l'administration fiscale et les autres services intervenants, à l'occurrence ceux du Trésor et de la comptabilité publique. Ce séminaire est animé par 2 experts de haut niveau venus du Maroc et de la France.
Les séminaristes devraient, on l'espère bien, sortir de ces assises avec des connaissances pour le grand bonheur de chacun des pays participants. La Société nationale d'électricité s'active pour mieux desservir la ville en courant électrique lors du sommet de la francophonie. Et ce samedi, les responsables de cette entreprise sont descendus sur les sites d'hébergement pour se rendre compte de l'état d'avancement des travaux et de la fiabilisation du réseau des chantiers de la francophonie. Anita Lomboa, Mariam Boya et Chako Nyembo. À quelques semaines de la tenue du 14e sommet de la francophonie à Kinshasa, toutes les institutions se mobilisent. La Société nationale d'électricité, elle aussi, devrait jouer un grand rôle pour la réussite des travaux. Pour se rendre compte de l'évolution des travaux liés à l'électricité dans les sites retenus pour les assises, les responsables de la SNEL ont choisi de faire le terrain pour donner l'impulsion de l'atelier électromécanique AEM qui sert de recyclage de transformateurs et disjoncteurs. À la sous-station Massina qui comprend présentement 2 transformateurs, dont la première en provenance de Maluku. La délégation s'est rendue à la cabine des Bonhommes 2 et Victoire 2 à Matongé. La deuxième étape, c'est le stade des Martyrs, où l'on peut remarquer que les 111 stands déjà éclairés comprennent chacun 6 tubes et 20 watts pour l'économie d'énergie. Et la climatisation n'est assurée que dans les stands des invités de marque. À l'antenne relais de communication de Delvaux Gulf, cabine Maninga 2, avenue Général Bassouki et la cité de l'Union africaine, il faut encore ajouter des câbles. On peut déjà compter sur les personnels affectés à l'ouvrage, assure Joseph Makombo, président du conseil d'administration de la SNEL. Apparemment, les travaux marchent très bien. J'ai répondu à la question en disant que pour la francophonie, les travaux seront terminés. Point de chute de cette tournée, la sous-station Parlement, mais aussi l'immeuble CCIC. Partout, le décor est bien planté pour accueillir les invités, se félicite Eric Mbala, administrateur délégué de la SNEL. Pour le moment, nous sommes dans une phase plutôt de communication, d'information de la clientèle, pour comprendre que lorsqu'on est dans une période où tout le monde a besoin d'un produit, quand les produits commencent à être recherchés, il y a un déséquilibre qui va se créer entre l'offre et la demande. Et la seule manière de contrer, de ramener les choses à l'équilibre, c'est de jouer sur la demande, donc de faire l'économie de l'énergie. Il y a de quoi prendre toute une journée pour la visite des sites de la francophonie, car l'électricité occupe ici une place importante. Le pays peut compter sur la SNEL. Les batteries sont mises en marche pour la réussite à 100% de ces assises, jamais organisées par la RDC. Dans le domaine des infrastructures routières, la RDC peut s'estimer heureuse d'être sur la bonne voie. Une conclusion à laquelle a abouti le ministre en charge des infrastructures alors qu'il échangeait ce dimanche avec des cadres de l'entreprise chinoise CGCD. Une réunion au cours de laquelle Fridolin Kassechi n'a pas manqué de saluer le travail abattu par ses partenaires sur les différents chantiers leur confiés. La rencontre a eu lieu à l'hôtel Fleuve Congo à Gombe. Élisée Bilonda et Blanche Arcandolo. La République démocratique du Congo connaît un déficit énorme dans les domaines des infrastructures de base, particulièrement celles routières. Le gouvernement le sait et déploie des gros efforts pour pallier cette situation. Le pays ne compte que 152 000 km de routes, dont 3 000 seulement sont asphaltés. Avec la compagnie chinoise CGCD, le ministre de l'Aménagement du Territoire, Urbanisme Habitat, Infrastructures, Travaux Publics et Reconstruction rappelle que la RDC connaît une avancée significative. Le chemin est balisé par l'élan donné par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Il est temps, martèle Fridolin Kassechi Musoka, d'investir dans l'homme, facteur clé du développement. La société chinoise CGCD est un partenaire non négligeable vis-à-vis de la République démocratique du Congo en matière d'infrastructure. Malgré les difficultés rencontrées dans certains chantiers exécutés dans notre pays, les résultats sont plutôt satisfaisants. Fridolin Kassechi Musoka promet l'amélioration progressive des conditions de travail. Du côté chinois, l'on promet de faire plus. La RDC offre beaucoup d'opportunités, surtout en matière de main-d'œuvre pour les chantiers. Pour couronner le tout, les cadres de la CGCD ont remis des gâteaux des lunes au ministre en charge des infrastructures, la réunion coïncidant avec la célébration de la fête de la Lune en Chine. Pour rappel, la société chinoise CGCD s'occupe de l'avenue Libération et bypass à Kinshasa, ainsi que de la voirie dans la ville de Mbuji-Mayi, au Kasaï oriental. Et sur l'avenue Colonel Mondjiba, on s'affaire à la dernière phase des travaux. Ce dimanche, la partie horizontale du pont qui doit recevoir la chaussée a été coulée.
Une avancée significative qui, pour le directeur général de la CGT, mettra un terme aux travaux d'ici le 30 septembre prochain. Élisée Bilonda et Blanchard Kandolo. Bientôt, le pont Mondjiba en construction sera totalement achevé. Long de 40 mètres, financé à hauteur de 2 millions de dollars américains, l'ouvrage est entré dans sa phase finale. L'on procède actuellement au coulage du platellage du tablier. Ceci va constituer l'assise de la chaussée. Pour le directeur général de l'agence congolaise de grands travaux, Médard Ilunga Mwamba, malgré la nouvelle version du pont d'Agamajog, au finish, il constituera un seul ouvrage. Structurellement, nous avons deux ponts, deux structures, mais ça sera un même ouvrage. À partir d'aujourd'hui, nous allons donner plus ou moins 7 jours pour la maturation du béton. À ce moment-là, vous savez, ce béton qui est en train d'être coulé, il aura plus ou moins 80% de sa résistance. Et nous avons tout le temps pour commencer à mettre la couche, à revêtir un béton bitumineux au-dessus. Les travaux effectués par la société chinoise Grec 8 sous la supervision de l'agence congolaise de grands travaux connaissent une avance sur les calendriers, à en croire Médard Ilunga Mwamba. Sur financement du gouvernement central et des Sino-Hydro, ce pont facilitera les trafics sur cette artère. Le rendez-vous est donc pris pour le 30 septembre, date d'inauguration de ce chef-d'œuvre dans les domaines des infrastructures. L'agence congolaise de grands travaux a procédé au lancement d'études de la nationale numéro 1 sur son tronçon UPN-Matadi. Et il était question d'étudier à cette étape comment élargir la chaussée existante au premier lot UPN-Mitendi. La cérémonie a eu lieu ce jeudi sur le site, encore une fois, Élisée Bilonda et Blanchard Kandolo. Le lancement des études sur ce grand projet par l'Agence congolaise des grands travaux devrait permettre la réalisation des travaux d'élargissement de la nationale numéro 1 dans son tronçon compris entre l'UPN et Matadi. Il s'agit pratiquement du lot 1 qui va de l'UPN jusqu'à Mitendi, situé à la frontière entre la ville de Kinshasa et les Bas-Congo pour une distance estimée à 15 km. La chaussée actuelle d'1x2 passera de 4 voies, 2 allées et 2 retours. Nous irons selon la topographie parce que là, comme vous voyez, les instruments sont des appareils de topographie. Nous avons un GPS et une station totale. Ça veut dire que nous faisons d'abord une campagne topographique. Cette campagne va nous permettre, selon la situation topographique, de déterminer si nous allons à gauche, à droite et si nous prenons des deux côtés. Le projet inclut l'indemnisation des propriétaires des maisons construites le long de la nationale numéro 1. Ces études s'étendent sur une période d'1 mois et demi. En séjour à Guémena dans la province de l'Équateur, le ministre des Infrastructures a mis à profit son temps pour faire de la voirie urbaine et visiter l'hôpital général de référence de cette ville. Par cette visite, Fridolin Kaswechi a voulu s'assurer de l'évolution des travaux de réhabilitation de cet établissement hospitalier demeuré longtemps dans un piteux état. Élisée Bilonda. L'hôpital général des références de Guémena se transforme et revêt sa plus belle robe. Les travaux débutés en 2011 sur ordre de Joseph Kabila Kabange entrent dans les cadres des actions à impact visible en faveur de la population de Guémena. Cette formation médicale va permettre à la population d'avoir accès aux soins de santé de qualité. Le ministre en charge des infrastructures et ceux qui l'accompagnent font les tours de la propriété qui va bientôt devenir un bijou pour les compatriotes de Guémena. Tout est passé au peigne fin, question de palper du doigt l'avancement des travaux. D'ici, Fridolin Kaswechi Moussoka et sa délégation font les tours de la ville pour inspecter la voirie urbaine des Guémena. L'on peut apercevoir des ouvrages d'assainissement construits par l'Office de voirie et drainage. Tout bouge et c'est la donne de l'espoir. Victor Toumba-Chikela, directeur général de l'OVD. 3 avenues, l'avenue de l'aéroport à partir de l'aéroport, l'avenue Mobutu qui est perpendiculaire à l'aéroport et puis l'avenue de l'hôpital ici. Et les tout, ça nous fait 5 km 700. Mais nous avons déjà amorcé sur l'avenue de l'hôpital les travaux de caniveau sur plus ou moins 1300 mètres. Et 400 mètres où les radiers est déjà prêt, plus l'absorption de l'érosion un peu plus loin, plus la glissière qui est déjà faite.
Voilà ce qui rassure les populations de Guémena en particulier et celles de l'Équateur en général. La reconstruction et la modernisation du pays est désormais une affaire de toute la République. Annoncé la semaine dernière, le colloque interdisciplinaire en sciences de la communication sur la gestion des catastrophes en Afrique s'est ouvert ce lundi au CEPAS. Durant 2 jours, les spécialistes en communication vont débattre sur la question et cette première journée a été consacrée à la gestion de la communication et l'information à travers une cellule de crise. Mariam Boya, Joël Nzwanzwa et Cédric Kidimbo. Les 2 jours de réflexion sur la gestion communicationnelle des catastrophes en Afrique. Plusieurs experts prennent part aux travaux, constitués essentiellement des professeurs d'université, les participants sur la communication. Pour sa part, le professeur Dominique Moïse de l'Université catholique du Congo a planché sur l'approche inductive en sciences de l'information et de la communication. Pour lui, la communication peut se gérer de façon responsable et peut se compléter harmonieusement. Et qu'on ne peut pas paniquer une population parce qu'il y a une catastrophe. Au contraire, il faut lui expliquer en quels termes se pose le problème et mettre en place directement des structures permettant de délimiter ou de faire en sorte que les dégâts soient minimisés. Au nom du ministère de Communication et Médias, chargé des relations avec le Parlement et initiation à la nouvelle citoyenneté, son directeur de cabinet adjoint Pascal Amissi a émis le vœu de voir que ces travaux aboutissent à des recommandations pertinentes. Les conclusions de ce colloque seront profitables non seulement à la communauté scientifique des 2 rives du fleuve Congo et aux communicateurs, mais aussi aux États africains dans la lourde tâche de la gestion communicationnelle en période de crise majeure. Puissent ces assises permettre, selon vos voeux, d'atteindre cet horizon de réinvention de la gestion communicationnelle des catastrophes et de création d'un nouveau lopin sur le champ des sciences de l'information. Ce colloque interdisciplinaire en sciences de la communication est une réponse aux défis qui lient la gestion des catastrophes naturelles à travers le monde et particulièrement en République démocratique du Congo. Défaite devant Berkoum Chelsea le dimanche dernier à Accra. Le tout-puissant Mazembe termine en 2e position derrière le national Al-Ali, leader du groupe B de la Ligue des champions de football. Le club congolais connaît désormais son adversaire, Espérance de Tunis, premier du groupe A. Et les 2 équipes vont s'affronter le 7 octobre prochain à Lubumbashi pour une place en finale de la compétition interclub africain. Voilà donc qui nous emmène à lire la presse parue ce matin dans la capitale avec Doudou Ndombe. Dans la presse de ce lundi 17 septembre 2012, chaque journal y est allé avec son commentaire. Le Phare s'intéresse à la sécurité dans l'est du pays et titre à propos de la force internationale neutre à déployer dans les frontières congolo-rwandaises. D'aucuns pensent qu'au lieu de perdre du temps dans l'envoi d'experts militaires dont la plupart ignorent les réalités du front du Nord Kivu et du Sud Kivu, il serait plus pratique et économique de s'adresser à la MONUSCO qui fait le monitoring entre FRDC et les forces négatives dans cette partie du pays depuis 1999. La décision des ministres de la Défense prise dimanche à Goma est jugée suspecte selon le quotidien. L'observateur fait mention de Roger Lumbala qui se trouverait en France. Le journal parle d'une fuite qui a surpris quasiment tout le monde, surtout les autorités congolaises qui attendaient certainement son extradition à Kinshasa. La francophonie, un événement tant attendu et le potentiel estime que Kinshasa envoie un signal fort à ses partenaires. La RDC multiplie des gestes de bonne volonté pour rassurer davantage ses partenaires extérieurs. Le journal fait allusion à la restructuration de la CENI et la mise en place de la Commission nationale des droits de l'homme inscrite à l'ordre du jour à la session de septembre au Parlement. Bien qu'elle soit essentiellement budgétaire, des points jugés urgents seront débattus, insiste l'avenir. Il sera également question de s'apaisantir sur la levée de l'immunité de Diomi Ndongala et de Roger Lumbala, des élus actuellement en déphasage avec la loi du pays. New Trend, pour sa part, estime que Aubin Minakou est appelé à faire preuve de beaucoup de sagesse. Autant que le président de la Chambre basse exhorte le gouvernement
à créer des conditions optimales pour booster l'économie du pays, mais surtout faire cesser les hostilités dans le nord-est de la RDC, autant il doit prendre en compte le point de vue de l'opposition, car celle-ci accuse la majorité de vouloir faire taire ceux qui critiquent d'une manière acerbe le pouvoir. Enfin, 80 chaînes de télévision et radio sont dans les collimateurs du gouvernement. Celles-ci sont menacées de fermeture pour non-paiement des droits et redevances dus au trésor public, écrit Africa News. L'ultimatum du gouvernement a expiré, il va bientôt sévir. Les concernés sont invités à une ultime réunion ce mercredi au secrétariat général de PTNTIC, conclut le tri hebdomadaire. Eh bien, Bijumboui, ainsi s'achève cette revue de presse. Voilà, merci Doudou Ndombe pour cette revue de presse qui met un terme à ce journal. Merci de nous avoir accordé votre attention et bonne suite de programme sur la télé républicaine. Au revoir.